Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence virtuelle de 20 minutes sur l'hystériose et grossesse. Quelques généralités pour commencer, les points clés sur cette infection. Donc vous savez tous que c'est une infection liée à une bactérie, Listeria monocytogenes, un bacille gram-positif, mais qui a des particularités très singulières, comme celle d'être capable de se multiplier à 4 degrés, donc à la différence de la salmonelle par exemple, à la température d'un réfrigérateur bien réglé. La bactérie a une distribution ubiquitaire et du fait de la sévérité de l'infection invasive à Listeria sous toutes ses formes, septicémique, neurologique ou infection de la femme enceinte, la listériose bénéficie d'une surveillance très appuyée en France et dans tous les pays européens et d'Amérique du Nord et d'Australie également, avec une déclaration obligatoire des cas par le biologiste en France, accompagnée de l'envoi de la souche au centre de référence, qui permet la surveillance à la fois épidémiologique et microbiologique de l'infection. Donc pour parler du sujet qui nous occupe, les listérioses materno-néonatales sont définies en France et en fait dans toute l'Europe comme la mise en évidence de l'hystéria dans n'importe quel prélèvement d'origine maternelle, fœtale ou néonatale, nouveau-né est entendu comme un enfant de moins de 4 semaines de vie. Alors, en France, la listériose, donc une maladie très bien surveillée, on considère que l'exhaustivité de la déclaration obligatoire est supérieure à 80%. Donc, ça en fait une maladie infectieuse pour laquelle on a d'excellentes informations sur la réalité de l'infection sur le territoire. Ça reste une infection rare. On décrit autour de 300 cas de listériose invasive tous les ans en France. Je vous ai représenté ici les données du Centre national de référence pour l'année 2018. Vous voyez que la moitié de ces cas d'infection invasive à Listeria sont des septicémies, un quart sont des infections neurologiques, et il n'y a finalement que 10% ou 8% des cas qui sont des infections materno-néonatales, le petit triangle rose dans le camembert que vous voyez sur votre gauche. Donc cette infection est rare, 30 cas par an en France, 800 000 naissances, et pourtant elle est particulièrement sévère, et c'est ça qui justifie de la surveillance et des modalités de prise en charge en cas de fièvre avant même toute documentation chez la femme enceinte. Au plan épidémiologique, vous voyez sur le graphique à droite qui montre le nombre de cas incidents de listériose depuis le début de la surveillance. Vous voyez une baisse drastique du nombre de cas dans les années contre 90, contemporaines de la mise en place de procédures de surveillance et de l'amélioration des filières de production alimentaire, suivie depuis les années 2000 d'une période de réascension, qui est surtout le fait des formes septicémiques en fait, puis d'une période de stabilité. Ça fait plusieurs années qu'il y a environ 30 cas de listériose maternelle en France tous les ans. Alors, le problème de la listériose maternelle, c'est que cette listeria a une distribution totalement ubiquitaire et on est tous exposés à l'hystéria. On va revoir sur la diapo d'après les aliments à risque. L'hystéria a ceci en plus de traître, si on peut dire, qu'elle ne modifie pas le goût des aliments, qu'elle ne donne pas de saveur d'œuf pourri, contrairement à d'autres pathogènes d'origine alimentaire, et qu'au-delà des sources classiques de contamination qu'on va revoir, il y a des sources émergentes qui rendent compliquée l'identification de toutes les sources d'aliments à risque. À côté de ça, la listériose est une maladie rare, comme vous l'avez vu, 30 cas pour 800 000 naissances. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, les données pour essayer de comprendre à quoi ressemble cette infection, comment la diagnostiquer, qu'est-ce qu'on sait de la prise en charge aujourd'hui, ces données, je vais vous les présenter en m'appuyant sur un travail qu'on mène depuis 12 ans maintenant au CNR Listeria, un observatoire prospectif national qui s'appelle Mona Lisa, pour lequel on dispose d'un grand nombre de données cliniques H0 à M3, une biobanque. Et on a collecté sur la première phase d'inclusion qui fait l'objet du papier dont je vais vous parler, plus de 800 formes invasives, dont plus d'une centaine de listérioses chez des femmes enceintes. Il y a sûrement d'ailleurs parmi vous qui écoutez des personnes qu'on remercie et qui ont travaillé à inclure tous ces patients. Alors, est-ce qu'il y a un profil spécifique de femme qui va faire une listériose pendant sa grossesse? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent et c'est difficile de répondre parce que contrairement aux autres formes invasives de listériose, il n'y a pas d'immunosuppression chez la majorité de ces patientes. 92% d'entre elles sont immunocompétentes. On retrouve quelques diabètes gestationnels, des rares infections dans le cadre d'infections par le VIH non contrôlées, mais dans l'immense majorité des cas, on ne retrouve pas d'immunosuppression. Donc cet élément ne peut pas nous orienter à la différence des autres formes de listériose.
Une autre question qu'on nous pose souvent, c'est mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'exposition à un aliment traditionnellement à risque? C'est un item qui est souvent repris, notamment par les données anglo-saxonnes, où l'exposition est moins ubiquitaire que chez nous, en particulier en Amérique du Nord. Mais ce n'est pas le cas en France. Et l'exposition à un aliment considéré comme une famille à risque est retrouvée chez 100% des cas et des témoins dans la cohorte de Mona Lisa. Donc, ce n'est pas un élément discriminant pour nous. Alors, c'est le moment de se reposer la question de savoir quels sont ces aliments à risque. Classiquement, on en décrit 3 types qui sont représentés ici. On décrit les produits dérivés du lait cru, les fromages artisanaux dont nous sommes les experts. On décrit les sources alimentaires animales de type pâté, pâté de tête, rillettes, des sources d'alimentation très classiquement impliquées dans les grandes épidémies des années 90, moins maintenant avec le contrôle des filières. Et puis toutes les préparations qu'on appelle en anglais ready to eat, les préparations au traiteur, prêtes à cuire ou prêtes à servir, délicatessen, comme les salades de choux que je vous ai représentées ici, très classiquement incriminées. Ça, c'était les sources classiques. Il se trouve que ces dernières années, ces filières étant désormais très contrôlées, eh bien, désormais, les bouffées de clusters de cas sont davantage associées à des formes moins classiques, des sources moins classiques de listériose, comme vous voyez le melon cantaloupe, les germes de soja, même des pommes d'amour au Canada. Donc, on a des sources beaucoup plus difficiles à traquer. On ne peut pas recommander aux patientes d'éviter absolument tout ce qui se mange. Bon, les sources classiques restent quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et c'est l'histoire très douloureuse de la plus grande, la plus meurtrière épidémie de listériose qu'il y a eu à ce jour dans le monde. C'est l'épidémie d'Afrique du Sud il y a 2 ans, qui impliquait un genre de saucisse industrielle qui s'appelle le polony ou le French polony, qui est un genre de gros saucisson, et donc qui rappelle bien la dangerosité de cette filière alimentaire. Donc finalement, ces sources, vous voyez, sont très multiples et il est difficile d'identifier la source unique ou la patiente qui n'aurait pas mangé ça dans les 4 dernières semaines. Je dis 4 dernières semaines parce que l'incubation de la forme maternelle de l'hystériose, eh bien, c'est une incubation qui est longue. Ce que je vous présente ici, c'est un graphique tiré d'un travail de Véronique Goulet, qui travaille à Santé publique France, et qui, à partir des rares observations où on retrouvait une source unique et documentée de contamination, a calculé l'incubation médiane des différentes formes de listériose. Vous voyez que les infections bactériémiques ont une incubation très courte, de 2 jours en médiane. Les infections neurologiques ont une incubation plus longue, de 9 à 10 jours en médiane. C'est probablement lié au temps nécessaire pour passer la barrière hémato-encéphalique et ensuite à l'installation de la méningo-encéphalite listérienne. Puis les infections maternelles sont plus longues. La médiane de survenue de l'infection, c'est 4 semaines, avec un écart, vous voyez, beaucoup plus long, mais tout à fait exceptionnel. Donc, se rappeler l'ensemble des aliments à risque consommés dans une période aussi longue, c'est impossible. Et en pratique, ça fera de cette exposition alimentaire un critère non discriminant pour vous pour identifier les femmes avec listériose. Dans la cohorte Mona Lisa, on retrouve aussi une surreprésentation des femmes d'origine africaine qui représentent dans notre cohorte 33% des patientes avec listériose maternelle. C'est 3 fois plus que dans la population générale et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Est-ce que ça correspond à des pratiques alimentaires particulières, des consommations de lait fermenté par exemple, comme on le retrouve aux États-Unis avec les minorités mexicaines qui mangent un genre de Mexican cheese qui est un fromage au lait cru, ou est-ce que c'est plus multifactoriel dans un contexte de déprivation socio-économique? Tout ça n'est pas clarifié. Le terme de la grossesse n'est pas non plus très discriminant. La plupart des cas surviennent au 3e trimestre. Heureusement, vous allez voir pourquoi dans quelques secondes, mais pas toujours. Et un tiers des infections survient au 1er et surtout au 2e trimestre de la grossesse. Donc le terme à nouveau ne nous aide pas. Alors, est-ce qu'il y a à l'inverse des signes cliniques qui sont évocateurs de l'hystériose? On apprend sur les bancs de l'école le syndrome pseudogrippal. Ce syndrome pseudogrippal, vous voyez, il est rare, hein, 35% des cas, donc il manque dans 2 tiers des cas. La fièvre est inconstante, elle manque chez 15% des femmes. La diarrhée a quasiment toujours disparu au moment de la listériose. C'est probablement le fait de la physiopathologie de cette infection. Le contact digestif avec la diarrhée qui accompagne la première exposition à l'hystéria a souvent disparu.
le temps que l'infection, la placentite se développe. Et donc finalement, il y a 3 présentations maternelles principales. La première, la plus dramatique, c'est les pertes fœtales dès l'admission, le plus souvent en contexte fébrile, mais pas toujours. C'est 20% des femmes. Un deuxième tableau clinique, c'est des signes obstétricaux non spécifiques, des contractions, une mise en travail, une souffrance fœtale aiguë, le plus souvent dans un contexte fébrile, mais pas toujours à nouveau. Et puis le tableau qu'on a appris, la fièvre nue, c'est-à-dire la fièvre éventuellement avec ce syndrome pseudo-grippal, mais sans signes obstétricaux, sans toux, sans tableau respiratoire, sans tableau urinaire, ce tableau de fièvre nue, eh bien, il est rare. 5 femmes sur 100, donc il est certes évocateur, mais il ne faut pas l'attendre. Comment faire le diagnostic d'une listériose chez une femme enceinte? Alors, on réalise toujours en cas de fièvre des hémocultures. Ces hémocultures sont négatives presque une fois sur 2. 55% d'hémocultures positives pour les infections materno-néonatales qui sont collectées dans notre observatoire, c'est-à-dire des tableaux d'infections maternelles et néonatales pour lesquels le diagnostic est fait soit sur des prélèvements maternels, soit parce qu'il n'a pas été fait à cette étape, sur des prélèvements de l'enfant. Le corollaire de ce chiffre important, c'est qu'il est difficile d'arrêter une antibiothérapie probabiliste menée en contexte de fièvre chez une femme enceinte sur le seul résultat des hémocultures négatives, puisqu'elles sont négatives une fois sur 2 ou presque. Et donc, commencer un traitement probabiliste par amoxicilline, c'est probablement le continuer jusqu'à son terme, sauf mise en évidence d'un diagnostic alternatif pour la fièvre. L'examen le plus sensible pour le diagnostic, c'est la culture du placenta. Et on comprend pourquoi. Après l'infection digestive maternelle, la bactériémie maternelle, l'infection se greffe sur ce placenta. C'est vraiment une placentite hématogène, la listériose, qui ensuite, en bout de course, va infecter le fœtus et les membranes, le liquide. On parle donc ici d'une chorioamniotite hématogène, et pas d'une chorioamniotite ascendante, qui est celle qu'on voit pour d'autres pathogènes, comme Escherichia coli ou Strepto B. Donc une physiopathologie vraiment spécifique à cette infection. Si vous regardez le graphique de droite, qui est un genre de diagramme de veine un peu rectangulaire, nous avons zoomé sur la quarantaine de patientes qui avaient tout type de prélèvements, fœtal et nouveau-né, hémoculture maternelle, culture du placenta. Et, vous voyez que la combinaison des prélèvements maternels et des prélèvements placentaires permet de capturer quasiment l'ensemble des cas de listériose materno-néonatale. C'est donc rappeler le dogme, fièvre maternelle, hémoculture maternelle et culture du placenta à l'accouchement. Ce qui ne sert à rien, en revanche, tout le monde est d'accord, c'est les tests sérologiques de spécificité faible qui croisent avec les grammes plus, de positivité retardée, donc ce n'est pas un outil utile qui doit sortir de tous les algorithmes de prise en charge de la listériose. La PCR peut avoir un intérêt. Alors, elle n'est pas validée pour le placenta, elle est validée pour le liquide céphalorachidien, c'est le travail d'Alban Lemonnier publié dans JCM il y a 9 ans, mais c'est un examen qui peut être utile et qu'on est amené à réaliser quelquefois, notamment sur les placentas des mamans qui ont été traitées par une antibiothérapie préalable pour capturer le diagnostic. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'infection maternelle n'est pas un sujet pour la mère. Il n'y a pas de sepsis, sepsis sévère, choc septique maternel. Il n'y a pas de listériose neurologique chez la mère. En fait, il y a 6 cas publiés dans la littérature de méningite à listeria chez des femmes enceintes. On en a eu un 7e en 10 ans de surveillance dans le centre de référence, mais une listériose maternelle ne doit pas conduire à la réalisation d'une ponction lombaire en l'absence de signes neurologiques évocateurs. Il n'y a pas de mortalité maternelle. Et ça, c'est un contraste évident avec les autres formes invasives de listériose. Ça, c'est vrai en France, où la listériose est surtout le fait de femmes immunocompétentes. Ça n'a pas été vrai dans l'épidémie sud-africaine, où on parlait de femmes immunodéprimées et d'un contexte de prise en charge probablement très différent. Il reste que la listériose est une des infections les plus graves qui puissent survenir pendant la grossesse. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Quand on regarde comme ça le pronostic de la grossesse et des enfants en fonction du terme de survenue de l'infection, on voit se dégager 3 tendances. Vous voyez, les listérioses au premier trimestre ici sont très rares, mais se terminent toutes par des fausses couches. Et donc on comprend qu'on a probablement une sous-estimation de cette forme rare de listériose, puisqu'elle survient à des moments de la vie où les femmes ne sont pas encore dans un parcours obstétrical, où la perte d'une grossesse est un événement qui n'est pas forcément médicalisé et donc qui n'est pas connu, qui n'est pas transcrit, donc qui est probablement sous-estimé.
Au deuxième trimestre, vous voyez que les grossesses avec des listérioses se compliquent encore de fausses couches dans 3/4 des cas. Et c'est seulement au troisième trimestre de la grossesse, qui heureusement correspond à la majorité des situations, qu'on ne compile que 3% de fausses couches, mais une majorité d'accouchements anormaux, soit dans des contextes d'accouchement prématuré, soit dans des contextes de souffrance fœtale aiguë à terme. Finalement, si on met tout ça ensemble, il n'y a que 5% des grossesses qui vont continuer sans anomalie particulière, avec un accouchement au décours, sans souci, un bébé qui va bien, après une infection à Listeria. Et dans 80% des cas, on peut considérer qu'il y a la survenue d'une complication majeure, qui sera une perte fœtale, une infection néonatale ou une prématurité sévère, c'est-à-dire moins de 32 semaines. Les pédiatres, les obstétriciens nous posent toujours 2 questions. Jusqu'à quand on peut redouter une perte du bébé? Et là, il y a 2 éléments de réponse. On n'a pas compilé de perte fœtale dans la cohorte au-delà de 29 semaines d'aménorrhée. Et dans la littérature, il n'y en a pas passé 30-31 semaines d'aménorrhée. Et le terme au moment de l'infection est le principal facteur pronostic. Et donc, on reste sur ce donné que, vous voyez, une listériose au premier ou deuxième trimestre est un événement dramatique, mais que passé le deuxième trimestre, il y aura des complications sévères, mais il n'y aura pas de perte fœtale. Un autre élément important aussi, c'est qu'il n'y a pas de perte fœtale passé les 72 heures de prise en charge adéquate. Prise en charge adéquate, ça veut dire une prise en charge avec une antibiothérapie adaptée, typiquement de l'amoxicilline. Alors justement, comment traiter? Il n'y a pas de données issues d'essais thérapeutiques dans cette infection très rare et dispersée. Du coup, les recommandations sont des recommandations dites d'experts avec un faible niveau de preuve. On s'appuie sur 3 niveaux d'information. D'abord, on connaît les molécules intrinsèquement inefficaces, céphalosporine, phosphomycine qui n'agit que sur les formes intracellulaires, oxacilline. On sait qu'il y a peu de molécules bactéricides, les bêta-lactamines, l'amoxicilline en particulier, mais pas que. Le cotrimoxazole sont des molécules bactéricides. On sait que des combinaisons de molécules in vitro sont synergiques. Et vous voyez ici, dans ces courbes de bactéricide in vitro, la faible bactéricidie de l'amoxicilline seule, mais la forte bactéricidie de la combinaison amoxicilline plus gentamicine, qui plaide donc pour une combinaison systématique amoxicilline plus gentamicine en cas d'infection confirmée à Listeria. À l'inverse, il y a des combinaisons antagonistes, notamment la combinaison ampicilline-macrolide, dont vous ne voyez pas sur cette courbe qu'elle est associée, vous voyez, au moins on peut dire, à l'absence totale de toute bactéricidie in vitro. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'émergence de résistance depuis 20 ans, phénomène qui n'est pas expliqué à l'heure actuelle. Et donc, la combinaison pivot, c'est la combinaison amoxicilline 100 mg kg, gentamicine 3 à 5 mg kg. Je vais vous montrer les durées plus tard. Les molécules de deuxième ligne sont à manier avec leurs pincettes respectives. Pour le cotrimoxazole, on se rappelle le caractère tératogénique au premier trimestre sur le tube neural du trimétoprime. Le composant de sulfamide est associé, en tout cas en théorie, à des hyperbilirubinémies du nouveau-né, et donc on l'évite autour du terme, mais ce n'est pas un enjeu ici pour une maladie aussi grave. Les glycopeptides et la toxicité rénale théorique sur le fœtus. Le problème des macrolides, c'est qu'ils sont bactériostatiques et qu'ils ne passent pas la barrière placentaire. Et puis, je vais vous montrer les antagonistes d'un certain nombre de combinaisons, macrolide aminoside, macrolide bêta-lactamine. Donc, pour nous, c'est l'amoxicilline, 100 mg kg, 14 à 21 jours. Les experts ne sont pas tous d'accord et finalement, le niveau de preuve est assez faible. Nous recommandons généralement 21 jours au CNR avec la gentamicine, 5 mg kg, au moins 3 jours. En seconde ligne, on peut utiliser la combinaison cotrimoxazole et gentamicine. En troisième ligne, notamment chez l'allergique, on privilégie volontiers le méropenem du fait du faible risque d'allergie croisée avec l'amoxicilline, toujours combiné à la gentamicine pour les raisons que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de parler aussi du traitement probabiliste en cas de fièvre chez une femme enceinte. Ici, on s'accorde à dire qu'il faut donner de l'amoxicilline en première ligne. Ensuite, personne ne sait. Quelle posologie, quelle durée? Avec un raisonnement par l'échec, en compilant les histoires des échecs cliniques, c'est-à-dire des traitements préemptifs qui ont quand même conduit à une hystériose chez la maman et le bébé, au CNR, on se rend compte qu'il faut plus de 3 grammes d'amoxicilline par jour et plus de 5 jours. On a des histoires d'échecs à 3 grammes et 5 jours. Donc, on recommande volontiers 4 à 6 grammes par jour d'amoxicilline en fonction du poids de la maman pendant au moins une semaine.
Un dernier point, ce sera ma dernière diapositive, c'est que le traitement post-exposition fait souvent l'objet d'appels, généralement du vendredi soir, de collègues ou de mamans inquiètes. La question étant souvent: «J'ai consommé tel fromage au lait cru, dans mon supermarché et je suis revenue et j'ai vu qu'il y avait une mesure de retrait» et qu'on recommandait aux femmes, enceintes et aux patients fragiles de consulter leur médecin. Le médecin nous appelle paniqués ou la patiente. Alors ici, je voudrais vous présenter l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique qui rappelle, et vous voyez la ligne rouge, qu'il n'y a pas lieu de proposer une antibioprophylaxie systématique en cas de consommation d'un aliment notoirement contaminé, et y compris chez les femmes enceintes. Donc c'est sur sa base de cet avis qu'il n'y a pas d'indication systématique à donner cette amoxicilline. On recommande une surveillance, 4 semaines, la surveillance de la fièvre, et en cas de fièvre, la réalisation d'hémoculture et la mise sous amoxicilline en rassurant la patiente sur le fait que l'exposition est probablement plus fréquente, malheureusement et malgré tous ces efforts, qu'elle le souhaite. Donc je voudrais juste vous rappeler pour finir les 3 aliments à risque qu'il faut bien flaguer chez une femme enceinte vis-à-vis du risque de listériose. Donc 1, les produits dérivés du lait cru, les fromages à pâte molle et les croûtes des fromages également. Donc, il faut réserver pour la femme enceinte la consommation de fromages: 1 au lait pasteurisé, 2 bien à pâte cuite et 3 sans la croûte, les 3 critères ensemble. Ensuite, il faut éviter les charcuteries artisanales. Et ensuite, il faut éviter les préparations traiteurs toutes faites qu'on ne pourrait pas recuire au moins à 60 degrés. Voilà tout ce que je voulais vous dire en 20 minutes sur la listériose de la femme enceinte. Je vous remercie de votre attention.